Rose, va donner les nouvelles à la famille, non? Eh, mais au Koulangena, tu peux me dire ce que je dois faire? Regarde, regarde. Oups, pardon. Jojo, pardon, quoi? Jojo, Joanna. Pardon la famille, pardon, mais à culpa, pardon vraiment. J'ai tellement prise ici là. Comment allez-vous? Quant à moi, santé de fer. Vraiment, je suis contente aujourd'hui parce que j'ai appris qu'il y a une compagnie en Afrique qui veut devenir comme Ikea. On l'appelle même l'Ikea de l'Afrique. Cette compagnie s'appelle Fun Kids. Et c'est une compagnie des Africains, par les Africains, pour les Africains, pour la gloire de l'Afrique. Vraiment. Fun Kids, c'est le nom qu'a choisi Shiro Wataka, qui est une jeune femme kenyane. Elle fabrique des tables, des lits et autres fournitures modernes pour enfants depuis 2010. L'idée lui est venue de commencer cette entreprise lorsqu'elle éprouvait vraiment des difficultés. Elle n'arrivait pas à trouver des fournitures appropriées pour son enfant qui devait naître. Et après, elle a dit, au lieu de tout le temps chercher, me tracasser ici, là, moi-même, je vais créer ma propre entreprise. Vous voyez? Vraiment, ça là, ça marche. Aujourd'hui, la compagnie a son marché, non seulement au Kenya, mais aussi le marché s'étend au Rwanda, en Ouganda, et elle veut même continuer dans toute l'Afrique. Pour ça, je dis, Tchaboula Tontine. Tchaboula Tontine. Fun Kids really is about remembering who our customer is, and it is the child. I'm Shiro Waithaka, founder of Fun Kids Limited, based in Nairobi, Kenya. As they say, necessity is the mother of all invention. We're expecting our firstborn son, and we're walking around the streets of Nairobi looking for furniture to buy, and we didn't find anything that we actually liked. So we decided to create the business. We have several sub-brands under Fun Kids, one of them being Fun Kids Furniture. We design baby cots, change units, little chairs. So this is both for home, for schools. Our stuff is all designed first by hand. We conceptualize it, we research. We look at safety being paramount. One of our tagline is funky, functional furniture. So funky, yes, but it must be functional and must be safe. I remember in our third year of business, we got customers from Uganda, Tanzania saying, why aren't these products here? We're like, really? You mean we can also export? And we did. Our first shipment to Uganda, we sold an entire container in 4 days. That's the moment we knew, okay, we must be onto something. For us, access to capital and being able to get a financial institution that understands that, especially for women, it's everything to us. Through the Goldman Sachs 10,000 Women Program and a bank in Kenya, I've been able to access a loan as a woman entrepreneur, and it's been phenomenal. It's been able to help me grow my business faster than I thought I'll be able to. It's a complete different story from a few months ago. We now have a proper, fully functioning factory, and now we're seeing ourselves actually able to compete globally because of the loan. Fun Kids can now act as a vehicle for change in Kenya. We actually run a program where we invite children from the neighborhood, from disadvantaged backgrounds to come and learn with us. We teach them how to innovate. We've educated over 350 children in our program. It's one thing to say I want to export outside of Africa, but it's another thing to know that when I go to bed, I've made an impact on another child's life in Kenya. I'm most proud of the fact that I dared to do this. I dared to dream, and I just didn't dream. I woke up and said, okay, I can do this against all the odds. C'est officiel. Désormais, il y aura maintenant un libre-échange entre le Cameroun et l'Union européenne. Ah ouais. Une première phase d'accord de partenariat économique, ce qu'on appelle APE. Donc, une première phase d'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est entrée en vigueur ce jeudi. Donc, cet accord concerne 25% des produits d'exportation du Cameroun. Ce pourcentage inclut
des médicaments, des machines industrielles et de haute technologie entre autres. Et ces accords, d'après ce que disent les autorités, permettront de faciliter les exportations du Cameroun vers les pays de l'Union européenne. Quand on voit, on peut se dire, ah, ça c'est vraiment bien, c'est une bonne chose, tout cela. Mais moi, Rose, je me souviens de mes cours d'économie. Quelqu'un ne peut pas me tromper avec des choses comme ça, là. Ces accords-là, c'est pas, on peut dire que c'est pour le bien du Cameroun, ça va leur permettre. C'est pas seulement ça, la famille. Mais écoutez, il y a un professeur de lycée qui a dit que non, le Cameroun a besoin des APE. Nous sommes une jeune nation qui veut grandir par son commerce extérieur. Tout d'abord, tonton, le Cameroun n'est pas une jeune nation. L'Africain, quand il veut se justifier, oh non, nous sommes encore jeunes. Non, Nollywood est encore une jeune compagnie. Donc, on peut pas encore être comme les Bollywood et les Hollywood. On aime toujours se justifier par jeune là. Le Cameroun n'est pas jeune. Nous sommes là depuis longtemps. Le Cameroun existe depuis longtemps. Donc, arrêtez les excuses. Oh, nous sommes jeunes, on doit faire ceci. Il y a plus grave dans ces accords-là. Mais qu'est-ce que j'en sais? Nous allons voir ce que certains écologistes ont dit. Ils ont dit ceci, que la mise en œuvre de ces accords de partenariat économique va considérablement affaiblir la compétitivité des petites exploitations agricoles et des petites industries locales, incapables de rivaliser avec des produits européens standardisés qui est plus bénéficiant de généreuses subventions publiques pour les produits agricoles. Ce qu'ils veulent dire, c'est ça. Pour vous expliquer facilement ce qui se passe, clairement. Avant, ce qu'on faisait, c'est que quand les produits viennent, les produits importés là, on met taxe dessus là. Comme ça, les Mac, les Apple là, tous les téléphones là étrangers, ça coûte cher. Et comme ça, s'il y a des téléphones locaux, les gens vont dire, ah, entre les téléphones de Apple, de Samsung, moi je vais acheter un téléphone local. Mais maintenant, comme il y a libre-échange, les produits importés de l'Union européenne ne seront plus taxés. Ça veut dire qu'ils vont vendre leurs produits à peu près au même prix que les produits locaux. Mais on se connaît, entre produit local et un produit importé. Les gens vont prendre importé. Voilà pourquoi les gens, les marchés locaux vont souffrir maintenant avec ce libre-échange. Non, ne dites pas que, oh non, on veut... Non. Ah, l'Africain un entrepreneur local a dit ceci. Nous devons d'abord construire notre marché national. Le Cameroun ne peut pas tenir face aux industries européennes vu la taille des industries camerounaises. Mais c'est vrai là. J'en ai fini. Je voudrais revenir sur l'affaire du journaliste burundais Jean Bigirimana qui est porté disparu depuis le 22 juillet 2016. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais que Reporters sans frontières pointait du doigt le service national des renseignements en disant que ils sont à l'origine de sa disparition. Eh bien, cette semaine-ci, c'est maintenant le journal Iwachu où travaille Jean Bigirimana qui pointe du doigt le service national des renseignements. Ah ouais? Mais les autorités burundaises disent que c'est pas la vérité. Mensonge, archi faux. Ils sont en train de démentir l'affaire et disent que nous, on ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Et jusqu'alors, les proches de Jean Bigirimana sont toujours sans nouvelles du journaliste. Le journal Iwachu a étudié les appels téléphoniques de Jean Bigirimana et explique que le jeune homme avait reçu un coup de fil d'un informateur du service national des renseignements juste avant sa disparition. Donc d'après le journal, Jean Bigirimana a été sévèrement battu. Je ne sais pas comment ils ont eu cette information, mais le journal Iwachu dit que Jean Bigirimana a été sévèrement battu et il est affamé. Et sa survie, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Seigneur! Donc, toujours vraiment dans les prières, j'espère vraiment qu'on va le libérer. Les informations récoltées par ses proches sont alarmantes et font état d'un homme battu, affamé, mais heureusement toujours en vie. Des informations qui semblent confirmer celles à la disposition de l'organe dans lequel il travaille. Antoine Kabouraé est le directeur de publication d'Iwachu. Les dernières informations que nous avons eues en rapport avec le lieu où se trouverait notre confrère évoquait Mouranzia, au centre du pays, à une quarantaine de kilomètres de Bujumbura.
C'était donc les informations persistantes qui nous ramenaient vers ce lieu. Selon des informations d'Iwachu, le journaliste aurait été conduit en prison à Muramvia, mais ces informations sont rejetées par le porte-parole de la police, Pierre Nkurukiye. Et nous regrettons malheureusement que certains médias, même le médium dans lequel il était employé, au lieu d'approcher la police qui enquête, au lieu de contacter l'officier de police judiciaire qui est en train de mener l'enquête, ils préfèrent faire leurs enquêtes et faire du bruit dans les médias. Les autorités s'en lavent les mains et invitent ses proches à collaborer pour l'enquête. Mais l'inquiétude est à son comble pour sa famille et son directeur. Ce serait triste qu'un porte-parole de la police parle ainsi et c'est dommage, mais ce n'est pas du tapage. 12 jours après, la famille, les collègues, on a le droit d'être inquiet. On a le devoir de le chercher. On a le droit de remuer ciel et terre pour savoir où se trouve Jean Bigirimana. Ce n'est pas vraiment du tapage. On ne fait pas du tapage, on cherche à savoir, on cherche à comprendre. De son côté, la police dit ignorer tout du lieu où il se trouve, alors que les proches de Jean Bigirimana pensent qu'il lui est reproché de s'être rendu récemment au Rwanda. Ils se battent pour garder espoir. Hommes africains, mes frères africains, moi Rose, je vous aime. Moi Rose, je vous aime. Oh. Mais je vous demande juste un peu de douceur. Ça vous fait quoi d'être un peu doux? Hein? À la maison, vous battez les femmes. Même cette violence continue sur le terrain de football, vraiment. Vraiment, la violence domicile, vous amenez ça maintenant, violence sportive. Vraiment, pourquoi? Un peu de douceur, ça va vous faire quoi? À l'occasion de la rencontre amicale, je ne sais pas si vous êtes au courant, à l'occasion de la rencontre amicale entre Bordeaux et Lorient, le milieu sportif gabonais, Didier Dong, a arraché la moitié de l'oreille de Jérémy Ménez. Comment il a fait? Il a mordu? Attendez. Il a mordu? Je viens. Moi, quand j'ai vu les photos de l'oreille de Jérémy Ménez, j'ai dit que Mike Tyson est dans le coin. J'ai cherché des photos comme ça. J'ai dit, il n'y a que Mike Tyson qui peut arracher l'oreille des gens comme ça parce que lui, il est professionnel pour ça. N'est-ce pas? J'ai regardé une photo, on a dit, c'est pas Michael, c'est DJ Dong. Qu'est-ce qui s'est passé? À moins d'un quart d'heure de la fin du match, Jérémy Ménez a été sévèrement taclé par Didier dans le crampon. Vous connaissez le crampon dans la semelle là des chaussures des footballeurs. Donc le crampon est venu et lui a coupé le haut de l'oreille, l'obligeant à quitter le terrain. Vraiment. Vous voyez, si l'homme africain était déjà doux de nature, des choses comme ça n'allaient pas se produire. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais n'ayez pas peur. Jérémy, on dit que Jérémy était opéré le mercredi soir. Donc c'est le mercredi que cet incident s'est produit. Donc il a été opéré le mercredi soir sous anesthésie locale. On a cousu son oreille. Et donc on a appris ce qui était tombé dans la... Le miracle de Jésus. Un point quotidien sera fait avec le chirurgien dans les jours à venir. La durée de son absence dépendra de la cicatrisation. Regardez les photos, regardez la vidéo, mais je vous avertis déjà, c'est choquant. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Hey. Raconte. L'organisation État islamique a annoncé ce mercredi dans un communiqué la nomination d'Abou Moussab al-Barnawi comme le nouveau leader de Boko Haram. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre? Ce qui est surprenant, c'est que dans un message audio d'environ 10 minutes, Shekau s'est déclaré surpris par son remplacement. Il a dit que moi,
je ne suis pas au courant, personne ne m'a dit que j'ai été remplacée. Moi, je suis le leader de Boko Haram. Comment l'État islamique a déjà choisi Barnawi comme le nouveau leader? Moi, je suis pas au courant. Donc, Shekau il a accusé Barnawi et ses disciples d'avoir essayé de monter un coup d'État contre lui. Il a dit ceci, que Barnawi a envoyé des informations erronées aux dirigeants de l'État islamique au Moyen-Orient. Tandis que Barnawi et d'autres responsables de Boko Haram, ils ont accusé Shekau de violer les idées fondatrices de la secte et aussi on l'accuse d'avoir chassé les conseillers militaires de l'État islamique. Ce n'est pas tout. Il l'accuse encore aussi d'avoir récupéré d'importantes quantités de vivres et de munitions. Moi, Rose, je dis ceci. Que leur division soit la genèse de leur dissolution. Et ça rime, hein? Que leur division soit la genèse de leur dissolution. Et comment? Vraiment, on en a marre. En tout cas, S'il faut diviser pour régner, divisez-vous. Allez-y, hein? Évaporez.